le salon de la demeure Montalegre resplendissait d'une richesse presque irréelle. Les lustres de cristal projetaient des reflets dorés sur le marbre immaculé, tandis que des invités vêtus de tenues élégantes levaient leur verre en l'honneur du succès d'Arthur Montalegre. L'hôte, arborant un sourire parfaitement calculé, saluait des entrepreneurs, des politiciens et des célébrités, tous avides de s'approcher du milliardaire qui semblait avoir tout conquis. Arthur était l'incarnation de la perfection aux yeux des autres. Ses affaires dominaient les marchés mondiaux, sa fortune grandissait chaque année, et son nom était synonyme de pouvoir. Pourtant, alors qu'il circulait dans le salon, échangeant des mots creux, un poids croissant pesait sur sa poitrine. Chaque compliment résonnait de manière lointaine, chaque rire forcé lui rappelait sa déconnexion avec ce qui comptait vraiment. Lorsque la fête prit enfin fin, Arthur se retira dans son bureau. C'était le seul endroit de l'immense demeure où il parvenait à respirer. Assis dans son fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main, il observa la ville illuminée à travers la fenêtre panoramique. Le silence était un soulagement, mais aussi un compagnon dérangeant. Il réfléchit à tout ce qu'il avait sacrifié pour arriver là où des amitiés brisées, des relations qui n'avaient jamais eu le temps de s'épanouir, et une jeunesse qu'il avait troquée contre l'ambition. Que reste-t-il lorsqu'on a tout, murmura-t-il à lui-même, tandis que la lumière de la ville semblait se moquer de sa solitude. Incapable de supporter ce vide, Arthur attrapa les clés de sa voiture et décida de sortir. Il conduisit sans but, laissant le moteur puissant résonner dans la nuit. Sans s'en rendre compte, il quitta les quartiers luxueux de la ville pour s'enfoncer dans des zones plus modestes, où les rues étaient étroites et où l'éclat des vitrines laissait place à la lumière vacillante des lampadaires. C'est alors que quelque chose d'inattendu attira son attention. Sur une petite place, éclairée seulement par une lampe vacillante, une jeune femme jouait du violon. Sa posture était délicate, mais sa musique, puissante, emplissait l'air de notes mélancoliques qui semblaient raconter des histoires de douleur et de résilience. Elle jouait avec une passion qu'Arthur n'avait pas vue depuis des années ou peut-être même jamais. Arthur gara sa voiture à une distance prudente, pour ne pas déranger. Il observa chaque mouvement de la violoniste, chaque expression sur son visage. Elle était totalement absorbée par sa musique, comme si le monde autour d'elle n'existait pas. Il y avait en elle une force invisible qui l'attirait. Pendant de longues minutes, il resta là, immobile, éprouvant une émotion qu'il ne savait pas nommer. Lorsque la jeune femme termina sa mélodie, elle rangea soigneusement son violon dans un étui usé et disparut dans la rue, laissant Arthur seul dans sa voiture, avec l'écho de cette musique résonnant encore dans son esprit. Sur le chemin du retour, une agitation intérieure s'empara de lui. Cette scène, cette musique, avait réveillé quelque chose qu'il n'avait pas su nommer. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, sa vie était sur le point de changer. Arthur se leva tôt ce matin-là, mais ce n'était pas à cause de son agenda chargé ou d'une réunion importante. En réalité, le milliardaire, maître du monde des affaires, n'arrivait tout simplement pas à se concentrer. La mélodie qu'il avait entendue la veille ne quittait pas son esprit. Il se surprenait à revivre chaque note, chaque expression de la jeune femme qui jouait sur la place. Quelque chose en lui avait été bouleversé, et cela le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Lors de la réunion qui suivit, Arthur était ailleurs. Tandis que ses associés débattaient d'une nouvelle stratégie d'expansion, il regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Pour la première fois, il se sentait déconnecté d'un environnement où, habituellement, il était toujours le plus impliqué. Une remarque d'Eduardo, son bras droit, le ramena à la réalité. « Arthur, tu sembles distrait aujourd'hui. Un problème ? » ?»« Non, rien, répondit-il, sans conviction. Mais, au fond, il savait qu'il y avait bien quelque chose. Plus tard, en montant dans sa voiture, Arthur prit une décision qui ne figurait sur aucun de ses plans stratégiques, il allait retourner dans le quartier où il avait vu la violoniste. La curiosité le rongeait, et une nouvelle agitation semblait le pousser vers cet endroit. Conduire dans les rues étroites et modestes de ce quartier le faisait se sentir étranger. Les passants observaient sa voiture de luxe avec curiosité et méfiance, mais Arthur ignorait leur regard. Il se gara sur la même place que la veille, espérant la revoir. Et elle était là, assise sur le même banc, le violon posé sur son épaule, ses doigts dansant sur les cordes avec une précision et une émotion qui touchaient l'âme. Arthur l'observa un moment, comme il l'avait fait la veille, mais cette fois, quelque chose l'encouragea à s'approcher. Il fit quelques pas hésitants jusqu'à ce que la musique s'arrête, et la jeune femme leva les yeux vers lui. Son regard était direct, ferme, presque défensif. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, sans détourner les yeux. Arthur, étrangement vulnérable, répondit.
Votre musique était incroyable. Je vous ai entendu hier soir et, je devais vous le dire. La jeune femme resta silencieuse quelques instants, examinant l'homme devant elle. Son costume coûteux, sa montre de luxe tout en lui semblait hors de place ici. Merci, dit-elle finalement, d'un ton neutre, sans baisser sa garde. Arthur tenta de justifier sa présence. Je m'appelle Arthur. Je ne voulais pas vous effrayer, mais votre musique, elle m'a touché d'une façon que je ne saurais expliquer. J'aimerais en savoir plus sur vous, si vous le permettez. Clara, répondit-elle simplement. Il n'y a pas grand-chose à savoir. Je joue ici pour oublier, pas pour qu'on me trouve. Oublier quoi? Osa demander Arthur, percevant la mélancolie dans sa voix. Clara détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Peu importe. Mais je doute que quelqu'un comme vous puisse comprendre. La sincérité de sa réponse surprit Arthur. Il y avait dans sa manière de parler quelque chose qui l'intriguait encore plus. Malgré sa réserve, il ne renonça pas. Vous avez peut-être raison, mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas essayer. Acceptez de dîner avec moi. Je veux seulement entendre parler de vous et de votre musique. Clara le regarda à nouveau, cette fois avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Un dîner? Très bien, mais pas dans un restaurant chic. Si vous voulez en savoir plus sur moi, il faudra descendre de votre piédestal. Arthur sourit, surpris par sa réponse. Marché conclu. Vous choisissez l'endroit. Tandis qu'elle rangeait son violon, Clara restait méfiante, mais quelque chose chez lui la poussa à accepter. Peut-être était-ce la sincérité dans son regard, ou peut-être l'idée qu'il était différent des autres. Arthur passa la matinée nerveux, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Même en concluant les affaires les plus risquées, il n'avait jamais éprouvé ce genre d'anxiété. Devant le miroir, il essaya plusieurs tenues avant d'opter pour quelque chose de simple, une chemise bleue sans logo et un jean. C'était le maximum de casualité que son dressing de luxe pouvait offrir. De l'autre côté de la ville, Clara se préparait avec soin. Son plus beau vêtement, bien que modeste et un peu usé, reflétait sa dignité et son envie de montrer qui elle était vraiment. Devant le miroir, elle respira profondément, se rappelant que ce n'était qu'un simple dîner, rien de plus. Le lieu choisi par Clara était une petite cantine familiale de son quartier, réputée davantage pour son ambiance chaleureuse que pour son menu sophistiqué. Lorsqu'Arthur arriva, sa voiture de luxe attira immédiatement les regards, et il sentit le poids des attentes qu'il portait. En entrant, il aperçut Clara assise dans un coin, sa présence se distinguant par une sérénité simple mais remarquable. « Je pensais que vous ne viendriez pas », dit Clara avec un sourire discret alors qu'il s'asseyait. « Je n'aurais manqué cela pour rien au monde », répondit Arthur, sincère mais incertain de ce que cette soirée lui réserverait. Au début, leur conversation fut prudente, comme deux étrangers explorant un terrain inconnu. Clara raconta qu'elle avait appris à jouer du violon seule, avec un instrument ancien qui avait appartenu à sa grand-mère. Arthur, de son côté, évoqua brièvement son parcours dans les affaires, évitant de s'étendre sur les pressions et le vide qu'il ressentait. Au fil du dîner, leurs échanges devinrent plus profonds. Clara révéla, presque par inadvertance, que jouer sur la place était son moyen d'exprimer des émotions qu'elle ne pouvait partager autrement. Elle parla aussi de son frère cadet, Miguel, qu'elle soutenait seul en raison de ses problèmes de santé. Après la perte tragique de leurs parents dans un accident, toutes les responsabilités étaient tombées sur ses épaules. Arthur resta silencieux un moment, absorbant ses paroles. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une véritable empathie, une émotion qu'il pensait avoir perdue dans sa vie de luxe et d'ambition. Il réalisa qu'en dépit de ses difficultés, Clara possédait une force qu'il admirait profondément. « Je ne vous raconte pas tout cela pour que vous ayez pitié de moi », dit soudain Clara, lisant l'expression de son visage. « Je ne veux pas que vous me voyiez comme une victime. Je veux être vu comme une égale, quelqu'un qui fait simplement de son mieux pour avancer. » Ces paroles le laissèrent pensif. Arthur comprit que Clara représentait tout ce qui défiait ses certitudes sur le monde. Elle n'était pas seulement différente, elle était authentique. Lorsque le dîner se termina, Arthur proposa un autre rendez-vous. « J'aimerais en savoir plus sur votre musique. Pourrions-nous nous revoir ?» Clara hésita, puis accepta finalement. « Peut-être. Mais je cherche encore à savoir qui vous êtes vraiment, Arthur. » Ils se quittèrent, chacun retournant dans son univers. Sur le chemin du retour vers sa demeure,
Arthur sentit qu'il s'aventurait en terrain inconnu, mais il n'avait aucune envie de reculer. Clara, de son côté, rentra chez elle avec des sentiments partagés. Quelque chose chez Arthur l'intriguait, mais elle savait aussi que leur différence serait difficile à surmonter. La nuit était tombée sur la ville, mais Arthur Montalegre ne parvenait pas à dormir. Dans sa demeure luxueuse, tout lui semblait vide. Il arpentait les couloirs silencieux, ses mains effleurant les murs immaculés et les meubles valant des fortunes. Pour la première fois, il ressentait que tout cela n'avait pas de véritable valeur. Son esprit restait captif de l'image de Clara, sa musique, sa force, et la simplicité de sa vie. Assis dans son immense salon, Arthur réfléchissait à la manière dont il avait construit sa vie. Tout tournait autour du statut, des conquêtes et du pouvoir, mais rien de tout cela ne comblait le vide qu'il ressentait. Clara, avec sa détermination et son authenticité, semblait posséder quelque chose qu'il n'avait jamais connu, un véritable sens à la vie. Pendant ce temps, Clara était chez elle, discutant avec Miguel, assis à la petite table de la cuisine en train de dessiner. « Alors, tu as dîné avec lui ?» demanda Miguel, curieux. « Ce n'était qu'un dîner » répondit Clara, minimisant l'événement. « Il est différent, mais ça ne veut pas dire que ça durera. Les gens comme lui ne comprennent pas ce que c'est de vivre ainsi. » Miguel, toujours optimiste malgré sa condition, sourit. « Peut-être qu'il comprend plus que tu ne le crois. Tu devrais lui laisser une chance, Clara. Tout le monde n'est pas pareil. » Le lendemain, Arthur prit une décision inattendue. Il se rendit dans le quartier de Clara, mais cette fois, ce n'était pas seulement pour la voir. Il gara sa voiture loin de la place et décida de parcourir les rues à pied. Il observa les habitants aller et venir, des enfants jouant sur des trottoirs fissurés, des travailleurs discutant devant de petites boutiques. Pour la première fois, Arthur ressentit le poids des réalités qu'il n'avait jamais eu à affronter. Sur la place, Clara jouait à nouveau, cette fois pour un petit public composé d'enfants et de quelques habitants du quartier. Arthur resta un moment à l'observer de loin avant de finalement s'approcher. « Clara » appela-t-il en tenant quelque chose dans ses mains. Elle le regarda, surprise, lorsqu'il lui tendit un nouvel étui de violon. Simple, mais élégant, manifestement de bonne qualité. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, hésitante. « Un cadeau » répondit Arthur. « Ta musique mérite d'être protégée, tout comme toi, tu protèges ce qui est important. » Clara prit l'étui, sans savoir quoi dire. Une partie d'elle voulait refuser, mais une autre, touchée par le geste, sentait qu'il était sincère. « Je n'ai pas besoin de charité, Arthur, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Arthur esquissa un léger sourire. « Ce n'est pas de la charité. C'est de l'admiration. Tu possèdes quelque chose que peu de gens ont, Clara. Quelque chose que même tout l'argent du monde ne peut acheter. » Ils s'assirent sur un banc à proximité. Clara, bien que toujours méfiante, écouta tandis qu'Arthur parlait. Il lui confia que sa vie parfaite n'était qu'une façade et que, malgré toutes ses réussites, il ne s'était jamais senti accompli. « Quand je t'ai entendu jouer, c'était comme si quelque chose s'éveillait en moi, » dit-il en regardant le ciel. « Tu m'as montré qu'il existe autre chose que tout ça. » Clara resta silencieuse un moment avant de finalement répondre. « Très bien, Arthur. Je vais te donner une chance. Mais si tu veux être là, tu dois respecter mon espace et qui je suis. » « D'accord, » répondit-il, soulagé. Dans les jours qui suivirent, Arthur commença à changer de petites choses dans sa vie. Il refusa des invitations à des fêtes luxueuses et se rendit plus souvent dans le quartier de Clara, aidant discrètement, que ce soit en finançant des améliorations pour la place ou simplement en l'écoutant jouer. Clara, de son côté, commença à le voir sous un autre jour, bien qu'elle restât prudente. Arthur arriva tôt au petit restaurant où il avait donné rendez-vous à Clara pour le déjeuner. L'endroit était modeste, avec des tables en bois et un parfum de cuisine maison qui flottait dans l'air. En observant les lieux, il remarqua à quel point l'ambiance contrastait avec les restaurants luxueux qu'il avait l'habitude de fréquenter. Pourtant, contre toute attente, il se sentait plus à l'aise ici. Lorsque Clara entra, portant son étui de violon, Arthur sourit. « Tu es en avance » dit-elle en s'asseyant en face de lui. « Je ne voulais pas prendre le risque que tu penses que j'ai fui » plaisanta-t-il, déclenchant un léger sourire chez elle. Le déjeuner débuta sur une note détendue. Clara parla de sa routine, de ses cours de musique qu'elle donnait aux enfants du quartier, et des défis quotidiens pour équilibrer ses dépenses tout en prenant soin de Miguel. Arthur l'écoutait attentivement,
impressionné par sa force. À son tour, il partagea des souvenirs d'enfance, évoquant le poids des attentes rigides et la pression constante de réussir qui avait marqué sa jeunesse. « On dirait que tu as tout eu, dit Clara pensivement. Mais, d'une certaine manière, tu as aussi beaucoup perdu. » Arthur acquiesça, sentant qu'elle percevait quelque chose que peu de gens comprenaient. Cependant, l'atmosphère tranquille fut interrompue lorsque des murmures commencèrent à se propager dans le restaurant. Plusieurs personnes avaient reconnu Arthur, et bientôt, des regards curieux se tournèrent vers leur table. Clara remarqua les chuchotements et tenta de les ignorer, mais l'inconfort était visible. « Ça arrive souvent ?» demanda-t-elle à voix basse. « Plus souvent que je ne le voudrais », répondit Arthur en remarquant son expression. « Mais ne t'inquiète pas pour eux. » Clara prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ce n'est pas aussi simple, Arthur. Toi, tu y es habitué, mais moi non. Je ne veux pas qu'on me voie comme quelqu'un qui profite de toi. » Arthur devint sérieux. « Clara, je me fiche de ce que ces gens pensent. Tu ne devrais pas non plus. »« Peut-être que c'est facile pour toi, » rétorqua-t-elle avec fermeté. « Mais dans ma réalité, les apparences comptent encore. » Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone d'Arthur sonna. C'était Eduardo, son associé et ami de longue date. À contre-séhur, Arthur décrocha. « Arthur, que fais-tu » La voix d'Eduardo était tendue. « Je vois des photos de toi dans ce restaurant modeste. Ce n'est pas bon pour ton image. Tu sais combien les rumeurs peuvent nuire à nos affaires. » Arthur se leva pour s'éloigner de la table, irrité par cette intrusion. « Et Eduardo, ma vie personnelle n'a rien à voir avec l'entreprise. Et honnêtement, j'en ai assez de vivre dans les apparences. » Clara l'observait de loin, essayant de deviner la teneur de la conversation. Quand Arthur revint, son humeur était assombrie, mais il tenta de dissimuler son agacement. « Un problème ?» demanda-t-elle. « Rien que je ne puisse gérer, » répondit-il, évitant les détails. De son côté, Clara dut également faire face à ses propres défis. De retour chez elle, elle commença à entendre des commentaires malveillants de la part de ses connaissances et voisins. « Eh bien, la violoniste a trouvé un milliardaire à ses pieds », lança une femme au marché sur un ton sarcastique. « Fais attention à ne pas tomber de trop haut, Clara », ajouta un autre avec ironie. Ces remarques commencèrent à peser sur son esprit. Malgré ses efforts pour rester forte, Clara se demandait si elle faisait le bon choix. Le soir, lorsqu'Arthur vint la voir, elle ne put cacher son trouble. « Je ne sais pas si je peux continuer, Arthur, » avoua-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Tout le monde me juge, et j'ai l'impression de porter le poids de deux mondes. » Arthur prit doucement ses mains dans les siennes, son regard sérieux mais empreint de douceur. « Je comprends, Clara. Mais je suis prêt à affronter tout cela pour toi. J'ai juste besoin de savoir si toi aussi, tu le es. »« J'essaie, » répondit-elle, la voix tremblante. « Mais c'est difficile. »« Je sais, » dit-il, les yeux rivés aux siens. « Et je sais que ce ne sera pas facile. Mais je te promets que je ne renoncerai pas à nous. » La matinée était grise lorsqu'Eduardo arriva à l'improviste dans le manoir d'Arthur. Sans être annoncé, il pénétra dans le bureau où son ami passait en revue quelques rapports. « Et Eduardo ? » ?»« Je ne t'attendais pas, » dit Arthur en se levant, surpris. « Il faut qu'on parle, Arthur. »« Et c'est urgent, » répondit Eduardo en s'asseyant d'un air déterminé. Avec son ton habituellement persuasif, Eduardo exposa une nouvelle opportunité d'expansion internationale pour l'entreprise. Il parla de marchés émergents, de profits astronomiques et de l'impact que cela aurait sur la position d'Arthur en tant que leader mondial. Puis, sur un ton plus bas, il aborda le point central. « Pour que cela fonctionne, nous devons être irréprochables, Arthur. Les médias ont déjà les yeux rivés sur toi à cause de cette situation personnelle. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre ce risque. » Arthur comprit immédiatement où Eduardo voulait en venir. « Et Eduardo, tu es en train de me demander d'abandonner Clara ?» demanda-t-il, le regard glacé. « Je ne le dis pas directement, » répondit Eduardo. « Mais je pense que tu dois reconsidérer tes priorités. Clara ne correspond pas à ce que nous avons besoin maintenant. Et, franchement, cela pourrait tout te coûter. » Arthur inspira profondément avant de répondre. « Pendant des années, j'ai donné la priorité à cette entreprise, au détriment de tout, y compris de mon propre bonheur. Mais je ne vais pas continuer à vivre ainsi. Je ne renoncerai pas à quelque chose qui,
pour la première fois, a du sens dans ma vie. Eduardo se leva, visiblement irrité. Tu es peut-être en train de tout gâcher, Arthur. Ne viens pas me dire que je ne t'ai pas prévenu. Pendant ce temps, dans le quartier de Clara, une situation beaucoup plus urgente se déroulait. Miguel eut une crise de santé soudaine, et Clara le transporta en urgence à l'hôpital public. Les heures suivantes furent angoissantes, tandis qu'elle observait les médecins tenter de stabiliser son frère dans une salle bondée et manquant de ressources. Lorsqu'Arthur apprit ce qui se passait, il se rendit directement à l'hôpital. Il trouva Clara assise dans le couloir, épuisée et angoissée. « Clara, laisse-moi t'aider, dit-il en posant une main sur son épaule. Nous pouvons le transférer dans une clinique privée. Non, répondit-elle fermement. Je ne veux pas que tu fasses ça. Les gens pensent déjà que je profite de toi. Arthur s'agenouilla devant elle, plongeant son regard dans le sien. Il ne s'agit pas de ce que les autres pensent. Il s'agit de Miguel. Il a besoin de meilleurs soins, et je veux faire ça pour lui, pour toi. Clara hésita. La santé de Miguel était en jeu, et elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. À contre-séhur, elle accepta, mais le poids de cette décision pesait lourdement sur ses épaules. À la clinique, Miguel commença à se stabiliser, mais Clara ne parvenait pas à se détendre. Dans le couloir, elle fut abordée par une ancienne collègue travaillant à l'hôpital. « Je ne pensais pas que tu étais si maligne, Clara », lança la femme avec un sourire amer. « Trouver un milliardaire pour résoudre tous tes problèmes. » Ces paroles furent un coup douloureux. Clara tenta de les ignorer, mais la blessure était évidente. Lorsqu'Arthur arriva, il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il. « Rien » répondit-elle d'une voix basse. « Juste un rappel de plus que je ne serai jamais assez bien pour ton monde. » Arthur la raccompagna chez elle ce soir-là. Alors qu'elle regardait fixement le sol, il prit ses mains et parla avec une fermeté douce. « Clara, tu dois comprendre une chose. Je ne te vois pas comme quelqu'un qui a besoin de moi. Je te vois comme quelqu'un qui m'inspire, qui me pousse à devenir meilleur. » Clara le regarda, des larmes brillant dans ses yeux. « Je ne sais pas si je peux gérer tout ça, Arthur. »« Je sais que c'est difficile, » répondit-il doucement. « Mais, si tu me laisses faire, nous affronterons cela ensemble. Je ne renoncerai pas à toi. » La réunion du conseil débuta dans une atmosphère lourde. Arthur siégeait à la tête de la longue table en verre, observant les visages tendus des actionnaires. L'un d'eux, le plus ancien et conservateur, ouvrit la discussion. « Arthur, la situation nous échappe. » Ces photos, il fit glisser quelques images imprimées sur la table, montrant Arthur avec Clara à l'hôpital et lors d'événements communautaires. Ce n'est pas le comportement que nous attendons d'un leader de ce calibre. Arthur écouta les arguments avec patience. Certains évoquèrent l'impact sur la réputation de l'entreprise, d'autres alertèrent sur d'éventuelles pertes financières. Mais lorsqu'Eduardo suggéra qu'il envisage des ajustements dans sa vie personnelle, Arthur l'interrompit finalement. « Mettons les choses au clair, dit-il en se levant. Mon engagement envers cette entreprise n'est pas à remettre en question. Mais ma vie personnelle ne sera pas négociée. Je ne permettrai pas que des attentes dépassées dictent qui je peux aimer ou non. » Un silence s'installa dans la salle. Les regards surpris des membres du conseil montraient clairement que cette prise de position était inattendue. Arthur savait qu'il rompait avec des décennies de traditions corporatives, mais pour la première fois, il se sentait libre d'exprimer ce qu'il pensait vraiment. Pendant ce temps, chez Clara, une décision tout aussi importante se préparait. Les paroles cruelles de certaines personnes résonnaient encore dans son esprit, mais elle ne voulait plus être définie par l'opinion des autres. Après avoir parlé avec Miguel, qui se rétablissait à la clinique, Clara décida de concrétiser un rêve qu'elle avait toujours eu, donner des cours de violon aux enfants du quartier. Miguel, avec sa sagesse précoce, l'encouragea. « Tu as un talent rare, Clara. Utilise-le pour changer des vies. Peu importe ce que les autres disent. » Les cours commencèrent modestement, mais connurent rapidement un grand succès. Des enfants, qui n'avaient jamais touché un instrument, montraient un enthousiasme contagieux. Une voisine, qui auparavant faisait des commentaires malveillants, surprit Clara en s'approchant un jour. « Je me suis trompée sur toi, » dit la femme, émue après avoir assisté à une leçon. « Ce que tu fais ici, c'est remarquable. » Ces mots donnèrent à Clara une nouvelle perspective. Elle comprit qu'accepter l'aide d'Arthur ne diminuait pas sa force, mais la renforçait.
Ce n'était pas une question de ce que les gens pensaient, mais de l'impact qu'elle pouvait avoir. De son côté, Arthur, inspiré par les changements chez Clara, eut une idée. Il organisa discrètement un concert caritatif dans le quartier. Lorsqu'il en parla à Clara, elle hésita. « Un concert ? Avec moi en vedette ? Je ne sais pas si je suis prête pour ça, Arthur. » « Tu es plus que prête, » répondit-il avec assurance. « Les gens ont besoin d'entendre ta musique. Et ce sera pour une bonne cause. » Le jour de l'événement, la place fut transformée. Une petite scène fut installée, entourée de lumières simples mais chaleureuses. Quand Clara monta sur scène, son cœur battait à toute vitesse, mais en regardant le public, elle vit les enfants, Miguel, et Arthur qui lui souriaient. Cela la calma. Elle commença à jouer, et sa musique résonna dans l'air nocturne, emplie d'émotion et de sincérité. Chaque note semblait raconter une histoire de douleur, de dépassement et d'espoir. Lorsqu'elle termina, le public éclata en applaudissements, beaucoup avec des larmes aux yeux. Après le concert, Clara et Arthur s'assirent sur un banc dans la place, observant les gens encore émus par la soirée. « Tu as été incroyable, » dit Arthur en prenant sa main. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » répondit Clara en le regardant. « Merci d'avoir cru en moi, même quand je doutais de moi-même. » Arthur sourit, mais Clara poursuivit. « J'ai toujours peur, tu sais ? De tout ça. De me perdre dans ton monde. » Il la regarda, sérieux mais avec tendresse. « Je ne veux pas que tu changes pour moi, Clara. Je veux juste que tu restes toi-même. » Au concerto bénéficente fut un succès, mais son impact dépassa de loin tout ce qu'Arthur et Clara avaient imaginé. Dès le lendemain, les réseaux sociaux furent inondés de vidéos et de photos de l'événement. Les gros titres émergèrent rapidement, Le millionnaire et la violoniste modeste, Un amour improbable, ou encore, Bienfaisance ou intérêt caché. Tandis que certains médias célébraient leur histoire comme inspirante, d'autres remettaient en question les intentions de Clara, insinuant qu'elle pourrait manipuler Arthur. Cette attention non désirée ne tarda pas à atteindre Clara. Des journalistes commencèrent à apparaître sur la place où elle jouait habituellement, interrompant ses prestations avec des questions intrusives. Parfois, ils attendaient même devant chez elle pour capter des images de sa vie quotidienne. Miguel, encore en convalescence, fut visiblement perturbé par cette intrusion, et Clara craignait que cela n'affecte sa santé. Lorsqu'Arthur apprit la situation, il se précipita chez Clara. « C'est inacceptable, Clara. Tu ne devrais pas avoir à supporter ça, » dit-il, préoccupé. « Je ne veux pas que Miguel souffre à cause de moi, » répondit-elle, les larmes aux yeux. Arthur proposa qu'elle et Miguel déménagent temporairement dans un appartement plus sécurisé, loin des regards indiscrets. « Je ne te demande pas de renier ton quartier ou tes racines. C'est juste pour te protéger, » insista-t-il. Mais Clara secoua la tête. « Si je fais ça, ce sera comme si je me cachais. Je ne veux pas que les gens pensent que je fuis ou que je ne suis pas la personne que je suis vraiment. » Pendant ce temps, au sein de l'entreprise d'Arthur, Eduardo et certains actionnaires profitaient de cette crise pour accentuer la pression. Lors d'une réunion tendue, Eduardo mit les choses sur la table. « Arthur, ça va trop loin. Ta relation avec Clara nuit à notre image. Si tu ne mets pas fin à cette situation, le conseil devra prendre des mesures. » Arthur comprit immédiatement la menace sous-jacente. Il se leva et fixa les membres du conseil. « Je l'ai déjà dit, et je vais le redire, ma vie personnelle n'est pas à discuter ici. Si quelqu'un pense que cela remet en question ma compétence en tant que dirigeant, alors peut-être que je ne suis pas à ma place dans cette entreprise. » La tension dans la salle était palpable. Arthur réalisait que sa position devenait de plus en plus fragile. De son côté, Clara, se sentant responsable des problèmes rencontrés par Arthur, prit une décision difficile. Au cours de la nuit, elle écrivit une lettre brève mais sincère. « Arthur, tu es un homme extraordinaire, et je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour Miguel et moi. Mais je ne peux pas être la cause de tant de problèmes dans ta vie. Je dois m'éloigner pour que tu puisses décider de ce qui compte vraiment. Clara. » Au matin, en découvrant la lettre, Arthur ressentit un mélange de tristesse et de détermination. Il savait qu'il devait agir de manière décisive. Il convoqua une conférence de presse. Devant des caméras et des journalistes, il prit la parole. « Tout au long de ma vie, j'ai fait des choix en fonction de ce qu'on attendait de moi, jamais en fonction de ce qui avait vraiment de l'importance. Aujourd'hui, cela change.
Ma relation avec Clara n'est pas un scandale, et elle ne mérite pas d'être remise en question. C'est un engagement envers quelqu'un qui m'inspire et qui incarne tout ce qui est vrai et authentique. » Sa déclaration était directe, mais empreinte d'émotion. Arthur affirma qu'il ne laisserait pas sa vie être définie par des opinions externes. Clara, chez elle, regardait la conférence à la télévision. Ses yeux se remplirent de larmes en entendant les paroles d'Arthur. Il était prêt à tout risquer pour elle, et cela la toucha profondément. Mais en même temps, elle ressentait le poids de ses propres doutes. « Suis-je vraiment prête pour ça ?» murmura-t-elle, tandis que Miguel, à ses côtés, lui lançait un sourire encourageant. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Clara. » Et lui aussi. La déclaration publique d'Arthur eut l'effet d'un séisme dans le monde des affaires. Tandis que certains admiraient son courage, les actionnaires réagirent de manière bien moins romantique. Des articles spéculant sur ses capacités de leadership commencèrent à circuler, et les investissements de l'entreprise vacillèrent. Eduardo, fidèle à lui-même, saisit immédiatement l'occasion. « Ton image entraîne l'entreprise vers le bas, Arthur. Nous avons besoin d'un leader solide, pas de distraction personnelle, déclara-t-il lors d'une réunion du conseil. Arthur écouta les accusations en silence, mais il savait déjà ce qu'il allait faire. Pour la première fois, il ne sacrifierait pas ce qui comptait vraiment à ses yeux au profit de la société. Pendant ce temps, Clara traversait sa propre tempête. Les médias continuaient de harceler sa maison, et les voisins, autrefois chaleureux, devenaient de plus en plus distants. « Tu as attiré des ennuis dans le quartier », lança une femme à la boulangerie avec un regard réprobateur. « Maintenant, tout le monde nous connaît comme le quartier de la petite amie du milliardaire. » Clara, déjà épuisée, s'isola davantage. Miguel, sentant sa détresse, tenta de lui parler. « Clara, tu ne peux pas laisser les autres décider de qui tu es. Arthur se bat pour toi. Pourquoi toi, tu penses à abandonner ?» Elle soupira, les yeux remplis de larmes. Peut-être que ce serait mieux pour lui. Mieux pour tout le monde. Miguel, avec sa sagesse d'enfant, prit sa main. Fuir n'est jamais une solution. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Clara ne répondit pas, mais Miguel vit la réponse dans son regard. De son côté, Eduardo et le conseil mirent Arthur au pied du mur. Tu dois choisir, Arthur, ta position de PDG ou ta relation avec Clara. Nous ne pouvons pas gérer les deux. Arthur sentit le poids de cet ultimatum, mais en regardant Eduardo dans les yeux, une vérité s'imposa à lui. Pendant des années, il avait tout sacrifié pour cette entreprise. Désormais, il était temps de se choisir lui-même. Si ma vie personnelle remet en question ma capacité à diriger, alors peut-être que je devrais reconsidérer ma place ici, répondit-il fermement, laissant la salle dans un silence stupéfait. Plus tard, Arthur se rendit chez Clara. Il la trouva dans le petit jardin, perdue dans ses pensées. « Clara, il faut qu'on parle. » Elle leva les yeux vers lui, s'attendant déjà au pire. « Je sais, Arthur. Peut-être qu'il vaut mieux que... » « Non, » la coupa-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Clara, je ne suis pas venu pour te dire que je renonce à toi. Je suis venu pour te dire que je t'ai choisi. » Les yeux de Clara s'emplirent de larmes tandis qu'il poursuivait. « J'ai peur, Clara. Peur de perdre tout ce que j'ai construit. Mais ce qui m'effraie le plus, c'est l'idée de te perdre toi. Et pour la première fois, je suis prêt à prendre ce risque. » Inspirée par les paroles d'Arthur, Clara réalisa qu'elle devait également affronter ses propres peurs. Le lendemain, elle décida de faire face aux journalistes qui l'attendaient devant chez elle. « Vous voulez savoir qui je suis ?» dit-elle en tenant son violon. « Je suis Clara. Une femme qui a lutté pour sa famille et sa musique. Ma relation avec Arthur ne me définit pas, tout comme vos gros titres ne définissent ni moi, ni lui. » L'attitude de Clara lui valut l'admiration de beaucoup, et son courage commença à changer la perception générale. Elle reprit ses cours de musique et, avec Arthur, commença à élaborer un plan pour détourner l'attention de la presse. Ensemble, ils prirent une décision importante, ils ne se cacheraient plus. Clara continuerait d'investir dans sa communauté, tandis qu'Arthur utiliserait son influence pour montrer qu'un milliardaire pouvait aussi être humain. Cette nouvelle approche transforma leur histoire en une source d'inspiration pour beaucoup, montrant que, même sous les projecteurs les plus implacables, l'authenticité et l'amour pouvaient triompher. Eduardo ne comptait pas abandonner si facilement. Ayant perdu son influence sur Arthur,
il prit un acte de vengeance en divulguant des informations confidentielles à la presse, insinuant qu'Arthur négligeait l'entreprise à cause de sa relation avec Clara. Les gros titres se multiplièrent, un milliardaire distrait par une romance controversée. Les actions de l'entreprise chutèrent, et Arthur se retrouva de nouveau sous la pression des actionnaires. Pendant ce temps, Clara faisait face à des attaques personnelles sous une autre forme. Des rumeurs et des fake news commencèrent à circuler sur Internet, la dépeignant comme une femme ambitieuse qui aurait planifié de séduire Arthur. Des messages anonymes la qualifiaient de profiteuse et d'opportuniste. Bien qu'elle sache que ces accusations étaient fausses, elle la blessait profondément. Pour se réconforter, Clara se plongea dans ses cours de musique. Mais l'ombre des commentaires malveillants semblait la suivre partout. Puis, une opportunité inattendue se présenta, elle reçut un appel d'un célèbre violoniste qui avait assisté au concert caritatif. « Votre prestation était éblouissante, Clara, dit-il. Votre talent mérite de toucher un plus grand public. J'ai un projet pour enseigner la musique à de jeunes talents, et je pense que vous pourriez en être un pilier essentiel. » Cette proposition raviva une étincelle en Clara. Elle réalisa que sa musique pouvait dépasser la petite place de son quartier et toucher des vies qui avaient besoin d'être inspirées, comme elle-même en avait un jour eu besoin. Dans son quartier, une surprise inattendue se produisit. Certains habitants, auparavant critiques envers Clara, commencèrent à reconnaître l'impact positif qu'elle et Arthur apportaient. Les cours de musique transformaient la vie des enfants, et Arthur avait discrètement financé des améliorations pour la place et l'école locale. Inspirés par ces changements, les habitants organisèrent une manifestation de soutien au couple, brandissant des pancartes avec des messages tels que « L'amour construit des ponts » et « Clara et Arthur, nous sommes avec vous ». De son côté, Arthur préparait sa riposte contre Eduardo. Lors d'une réunion extraordinaire avec les actionnaires, il présenta des preuves démontrant qu'Eduardo sabotait l'entreprise pour servir ses propres intérêts. Et Eduardo ne se soucie pas de la santé de l'entreprise, mais uniquement de sa vengeance personnelle, déclara Arthur. « Je suis prêt à quitter la présidence si nécessaire, mais je ne permettrai pas que ma vie privée devienne une monnaie d'échange. » Les actionnaires, nombreux à admirer la transparence et la détermination d'Arthur, se rangèrent de son côté. Eduardo fut évincé du conseil, et Arthur conserva son poste de PDG. Clara, de son côté, décida également de s'exprimer publiquement. Lors d'un événement communautaire, elle prit la parole devant les habitants. « Je suis Clara. Une musicienne, une professeure, et quelqu'un qui a dû se battre pour arriver là où je suis aujourd'hui. Ma relation avec Arthur n'est pas une question de richesse ou de statut. C'est une question de respect mutuel et de valeurs partagées. » Son discours toucha profondément l'audience, changeant la perception de nombreuses personnes. Pour la première fois, Clara sentit que sa voix était entendue, non pas en tant que « petite amie du milliardaire », mais en tant que femme forte et indépendante. Peu de temps après, Arthur apprit que les actionnaires progressistes soutenaient sa direction, tandis que Clara commençait à recevoir des invitations pour jouer dans des événements prestigieux. Il semblait qu'enfin, le monde commençait à reconnaître qui ils étaient vraiment, un couple uni par l'amour, la résilience, et une vision commune de l'avenir. Arthur ressentit que sa récente victoire au sein de l'entreprise allait bien au-delà d'une réussite personnelle, c'était une occasion de changer les choses. Lors d'une réunion avec le conseil, il présenta une proposition audacieuse, un projet d'impact social pour investir dans l'éducation musicale dans les communautés défavorisées. Inspiré par le travail de Clara, ce programme visait à financer des écoles de musique, des instruments et des cours gratuits dans les quartiers moins privilégiés. La musique transforme des vies, dit Arthur avec conviction. Je l'ai vu de mes propres yeux, et je crois que notre entreprise peut être un catalyseur de ce changement. Bien que certains membres du conseil s'y opposèrent, craignant des critiques ou une perte de focus sur les bénéfices, d'autres virent le potentiel de cette initiative pour renforcer l'image de l'entreprise. Le projet suscita la controverse, mais aussi un soutien public massif, consolidant la position d'Arthur en tant que leader visionnaire. Pendant ce temps, Clara reçut une invitation inattendue, rejoindre une prestigieuse orchestre symphonique. C'était une opportunité unique, mais Clara imposa une condition avant d'accepter. « Je veux bien intégrer l'orchestre, mais je tiens à continuer mes cours de musique dans mon quartier, » expliqua-t-elle aux organisateurs. Sa décision impressionna les membres de l'orchestre, qui non seulement acceptèrent, mais se montrèrent également intéressés par son travail communautaire. Clara sentit qu'elle parvenait enfin à équilibrer ces deux mondes. Eduardo, dans une ultime tentative de récupérer sa place, tenta de discréditer Arthur lors d'une réunion avec des investisseurs.
Il présenta des chiffres biaisés et prétendit que le nouveau projet social nuisait aux bénéfices. Mais Arthur, armé de preuves solides de mauvaise gestion de la part d'Eduardo et du soutien de ses alliés, parvint à l'évincer définitivement de l'entreprise. Ce moment marqua une libération symbolique pour Arthur, qui sentait qu'il tournait la page sur des années de manipulation et d'attentes extérieures. Quelques jours plus tard, Arthur surprit Clara en la conduisant à l'endroit où elle jouait autrefois son violon. Il avait secrètement organisé un petit concert sur une scène montée dans la place, où des enfants de sa communauté interprétaient des morceaux qu'ils avaient appris grâce à elle. Lorsque Clara arriva, elle fut accueillie par des applaudissements chaleureux des enfants et des habitants. « Tout cela, c'est pour toi, Clara », dit Arthur avec un sourire. « Tu as changé la vie de ces enfants, et ce n'est que le début. » Émue, Clara ne put retenir ses larmes. Ce soir-là, alors qu'ils observaient les lumières de la ville dans un endroit paisible, ils discutèrent de leur avenir. Clara confia son souhait d'ouvrir une école de musique dans le quartier, un lieu où davantage d'enfants pourraient apprendre et rêver. Arthur, quant à lui, exprima son désir de consacrer moins de temps aux affaires et davantage à des projets significatifs. « Je veux faire partie de tout cela avec toi, Clara. » Peu après, Arthur se mit à genoux et sortit une petite bague de sa poche. Ce n'était pas un bijou extravagant, mais il était parfait dans sa simplicité. « Clara, tu as apporté dans ma vie quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Je veux construire quelque chose de vrai avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Clara, le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux, répondit. « Oui, Arthur. Pas pour ce que tu possèdes, mais pour l'homme que tu es. » La nouvelle de leur fiançailles se propagea rapidement. Beaucoup célébrèrent leur union, tandis que certains cercles sociaux d'Arthur exprimèrent une certaine résistance. Le couple choisit toutefois d'ignorer les critiques, préférant se concentrer sur l'impact positif qu'ils généraient ensemble. Clara et Arthur, désormais partenaires dans tous les sens du terme, entreprirent de bâtir un avenir où la musique, l'amour et la résilience continueraient de transformer des vies. La place était décorée de fleurs et de lumières simples mais enchanteresses. L'endroit où Clara avait joué pour la première fois devenait le cadre d'une cérémonie unique. Amis, proches, habitants du quartier et quelques figures influentes qui avaient soutenu le couple s'étaient réunis pour célébrer le mariage d'Arthur et Clara. Le choix de ce lieu symbolisait l'essence de leur union, un amour qui avait uni deux mondes apparemment opposés. Miguel, désormais en bonne santé et sûr de lui, joua un rôle spécial dans la cérémonie. Élégamment vêtu, il tenait son violon avec assurance. Au moment opportun, il interpréta une mélodie qu'il avait composée pour l'occasion. Les notes douces et émouvantes tirèrent des larmes à de nombreux invités, y compris à Clara, qui le regardait avec fierté. Elle savait que chaque épreuve qu'ils avaient traversée ensemble les avait conduits à ce moment. Un événement inattendu se produisit pendant les vœux. Le père d'Arthur, qui n'avait donné aucun signe de sa venue, apparut soudain. Il s'avança, visiblement ému. « Mon fils, j'ai toujours cru savoir ce qui était le mieux pour toi. Je me suis trompé. Aujourd'hui, en vous voyant toi et Clara, je réalise que le vrai bonheur ne réside pas dans ce que nous construisons, mais dans ceux avec qui nous choisissons de partager notre vie. » Touché par les paroles de son père, Arthur l'étreignit, laissant des années de ressentiment se dissiper à cet instant précis. À la fin de la cérémonie, Clara et Arthur prirent la parole ensemble. Clara, tenant délicatement le micro, remercia tous ceux qui les avaient soutenus. « Cette journée ne concerne pas seulement nous deux. Elle symbolise ce que nous pouvons accomplir ensemble. Je promets de continuer à enseigner et à apporter la musique là où elle est nécessaire. » Arthur ajouta avec assurance. « Et moi, je promets d'utiliser l'entreprise que j'ai construite non seulement pour générer des profits, mais pour créer des opportunités qui changent des vies, tout comme Clara a changé la mienne. » La première danse du couple fut un moment unique. Il n'y eut pas de musique traditionnelle. Clara prit son violon et joua une mélodie spéciale, accompagnée par les enfants du quartier avec leurs instruments. Leur danse incarnait l'harmonie qu'ils avaient trouvée, entre leurs différences et leurs points communs. Après le mariage, les projets du couple prirent un nouvel essor. Clara inaugura son école de musique avec un succès retentissant, attirant des enfants et des jeunes de toute la ville. Inspiré par elle, Arthur lança un fonds d'appui pour les jeunes talents, permettant à d'autres de découvrir et de développer leurs dons. Dans la scène finale, le soleil se couchait sur la place où tout avait commencé. Arthur et Clara étaient assis côte à côte sur un banc, regardant les enfants jouer du violon et s'amuser, leur rire remplissant l'air. Clara tenait la main d'Arthur, et tous deux souriaient, réfléchissant à la façon dont leur vie avait changé. « Tu sais,
Clara, je n'aurais jamais pensé trouver le bonheur en dehors de ce que j'avais construit avec tant d'efforts, dit Arthur en la regardant. Et moi, je n'aurais jamais imaginé que l'amour pourrait m'apprendre autant sur qui je suis vraiment, répondit Clara en serrant sa main. Le silence confortable qui s'installa entre eux fut brisé par une nouvelle mélodie jouée par Miguel, accompagné des enfants. Ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts à relever tous les défis. Car désormais, ils savaient l'un l'autre et un amour qui avait transformé deux mondes.